Donc, je vais vous présenter la méthodologie typique que j'utilise pour des projets audience, internes et externes. Je fais beaucoup de projets qui s'appellent Digital Transformation, donc transformation digitale, c'est facile à traduire, même si je peux avouer que je n'ai pas l'impression d'avoir transformé quoi que ce soit. Pour moi, c'est plus l'excuse d'avoir le mot digital, c'est plus faire travailler les gens ensemble. J'ai fait des campagnes collecte, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qu'un consultant digital fait. Au niveau France, je travaille beaucoup avec Handicap International, avec la fédération et puis la France. Je les accompagne dans leur transformation digitale, dans un projet audience. Donc, avec leur accord, il y aura quelques exemples des projets que j'ai fait avec eux. Je travaille en ce moment avec UNICEF Autriche et Roumanie. Je les accompagne dans 2 projets différents, dont une étude de marché et une stratégie digital collecte. J'ai démarré récemment un projet au Luxembourg avec ADA sur de la microfinance, et puis j'ai d'autres clients encore en Angleterre qui ont décidé de continuer à travailler avec moi, même s'ils sont assez jaloux que je me sois expatrié. Donc, en fait, cette présentation va être sur ce programme, un programme en 4 parties. Évaluer la maturité digitale, donc ça c'est vraiment avant de comprendre les audiences. Définir les audiences, ça a failli être le titre de cette présentation, c'est un peu racoleur, passer de colocataire à polyamoureux, mais je vous expliquerai. Donc, je suis consultant, hein, donc généralement, un consultant, ça parle souvent de choses qu'il ne connaît pas, donc j'ai aucune expérience ni de colocation, ni de polyamour, mais ça aura du sens dans quelques minutes quand j'arriverai à cette étape-là. Et puis ensuite, mesurer l'impact, c'est une grosse partie de ce qui manque dans les projets. On ne sait pas trop quoi mesurer, et la partie qui manque souvent, c'est aussi ensuite partager les résultats en interne. Donc, ce sont vraiment les 4 parties je vais dire, d'un projet typique. Donc, ce que j'ai fait pour cette présentation, c'est que je vais vous donner les étapes, et ensuite, je vais vous montrer des exemples de la plupart des étapes. Donc, ce qui est très important quand on démarre, c'est d'avoir la maturité digitale de votre organisation. Et ça, pour tous les projets, je commence comme ça. Que ce soit un projet où on me demande de quel CMS on a besoin, ou de quelle plateforme de dons, ou on veut une transformation digitale, je démarre par la compréhension du digital au sein des équipes. Ensuite, j'ai des outils techniques pour faire une revue du site, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, puisque souvent, c'est des projets à relativement long terme. Ça peut aller de 3 mois à quelques années pour certains clients que j'accompagne encore. Mais c'est important de voir les choses qu'on peut améliorer très vite. Ensuite, benchmark client mystère, donc là, il n'y a pas de... c'est assez clair, mais il se trouve que c'est aussi quelque chose que je remarque, c'est qu'on regarde rarement ce que font nos concurrents, ou même on teste rarement notre propre site. On va le tester quand on le lance, quand on met en place une plateforme de don, on va faire un don, mais 1 an plus tard, on ne teste pas régulièrement. Voilà. Les stratégies existantes, c'est simple, c'est que, alors souvent, on me demande de faire une stratégie digitale. Je dois avouer que j'en fais rarement, en tout cas, je n'appelle pas ça une stratégie digitale, parce que quand je travaille avec une organisation, ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie collecte, une stratégie communication, une stratégie plaidoyer, enfin, ils ont plein de stratégies. Et mon avis, c'est que la dernière chose dont on a besoin, c'est encore une stratégie. Et pour moi, souvent, avoir une stratégie digitale, c'est avoir un peu comme avoir une stratégie pour, je sais pas, réserver une salle de réunion. Ou, ce que je fais souvent, c'est plus un programme qui va soutenir les stratégies existantes. Donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir accès et de regarder les stratégies existantes. Je questionne aussi les process et les workflows, et souvent l'absence de process. Donc, je vous parle un peu plus de ça. Et puis, je regarde aussi évidemment la technologie, comment les outils s'intègrent, les structures de l'organisation. Et ensuite, avec tout ça,
je regarde un petit peu les formations dont ont besoin les équipes. Donc, au niveau de la méthodologie pour la culture digitale, je fais deux choses. Je fais généralement des entretiens individuels. Donc, je vais faire des interviews des équipes. Alors ça, j'essaie pas de vous vendre mon truc de consultant, mais je veux dire que l'avantage d'être consultant externe, c'est que j'arrive à avoir des informations que des staffs ne confieraient pas nécessairement à un collègue. Mais pour vous donner le genre de questions que je pose, c'est quelle est la culture digitale de l'organisation? Si vous souhaitez publier quelque chose sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, comment ça se passe? Quel est le process? Qui fait le sign-off? Qui a le dernier mot? Qui est responsable en interne pour le digital? Quelles sont vos compétences? Et de quelles compétences avez-vous besoin? Et ensuite, que ce soit le challenge sur la technologie, les data. Donc, j'ai toute une série de questions qui me permettent de comprendre la maturité d'une organisation. Confession, généralement, pour une grosse organisation, si je parle à 10 personnes, j'arrive assez vite à faire le tour. Mais très souvent, je fais des interviews, on va dire, de 30 jusqu'à 40 personnes, parce que si je parle à telle personne de telle équipe, pour des questions de politique interne, je dois aussi parler à d'autres personnes. Et voilà, et ensuite, je fais un rapport où j'utilise des citations. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est vraiment, je n'essaie pas de cacher des trucs, c'est vraiment, je reflète ce que j'ai entendu, ce qui est rarement une surprise, mais encore une fois, c'est là où le rôle d'un consultant, souvent, c'est de mettre par écrit ou de vous dire ce que vous savez déjà, mais avec, en tout cas pour ce qui est des Anglais, un accent français, et pour ce qui est des organisations françaises, oui, c'est mettre par écrit ce qu'ils savent déjà. Et j'accompagne ça très souvent d'un questionnaire pour avoir un peu plus de personnes avec des questions qui vont être plus précises. Bon, là, je vais pas tout détailler, j'ai mis juste quelques exemples, mais un exemple intéressant, c'est quand je leur demande si est-ce qu'ils sont au courant des audiences, de leur audience cible. Donc bon, là, c'est un projet typique, ça ne va pas être la même chose pour toutes les organisations, mais vous voyez que sur cet exemple, il y a quand même un pourcentage, presque 30% des staffs qui ne sont pas trop au courant de leur audience. Et là, à côté, c'est est-ce que vous savez les audiences que les équipes communication ou digitale vont cibler. Donc là, c'est un exemple où il y avait effectivement besoin de beaucoup de communication interne. C'est pour ça que je vous parlais dès le début des audiences externes et des audiences internes, parce que les audiences internes ne sont pas nécessairement au courant de ce que fait l'équipe digitale. Et puis ensuite, l'autre exemple que j'ai là, c'est un questionnaire où simplement je pose des questions sur les compétences. Bon, c'est un questionnaire assez long. L'exemple là, c'est les compétences. Et ça, c'est typique. Est-ce que vous vous sentez compétent pour écrire pour le web? Et comme vous voyez ici, je suis expert ou j'ai beaucoup de compétences. Mais un peu plus loin, j'ai une autre question qui est écrire pour les moteurs de recherche, où là, on a moins de compétences. Bon, je sais pas, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes différentes qui vont regarder ce webinaire. Vous savez très bien que la majorité de votre trafic vient des moteurs de recherche. Donc, si vous ne savez pas préparer votre contenu pour les moteurs de recherche, on ne peut pas dire que vous ayez toutes les compétences nécessaires pour écrire pour le web. Donc, j'essaye aussi de mettre, ce n'est pas vraiment des pièges, mais d'avoir un questionnaire un peu plus précis. Et puis, si je vous parle un peu de cet exemple-là, c'est sur une échelle de 0 à 10, l'importance du digital. Et quand, pour ce projet particulier, l'équipe digitale a versé quelques larmes quand ils ont vu que le score en interne des staffs sur l'importance du digital. Là, on est dans la partie health check, donc j'utilise un outil d'audit du site. Alors, je vais pas détailler tout ce qui se passe dans cet outil, mais on voit l'âge moyen de lecture, les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe. Donc, ça marche dans plusieurs langues. On voit aussi tout ce qui est SEO, donc positionnement dans les moteurs de recherche, et aussi on peut voir les concurrents.
bon, généralement, on n'appelle pas ça des concurrents, mais en fait, c'est vraiment c'est ce qu'ils sont. Et surtout, une grosse partie accessibilité. On a toutes les guidelines accessibilité et on voit les problèmes d'accessibilité sur le site. Je fais aussi je ne sais pas en français si on dit un ou une audit. J'audite Google Analytics et souvent, il y a des soucis, mais assez incroyables. Encore une fois, projet typique où on voit que la monnaie est restée en dollars, n'est pas en euros. Donc, ça permet, cette première partie, vraiment de mettre en place ou d'améliorer, avant de démarrer le projet, d'améliorer ce qui doit être amélioré pour plus tard pouvoir avoir des statistiques ou des reporting corrects. Ensuite, je teste les parcours utilisateurs, donc sur le site du client et sur les sites des concurrents. Et donc, je vous montre ça un peu pour vous, en exemple de cette méthodologie, juste pour regarder, par exemple, les montants qui sont demandés sur la plupart des sites, combien il y a d'étapes pour donner, et puis les tendances. Donc, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y a certains sites où on commence par le montant le plus élevé, par exemple. Et puis, donc ça c'est pour vous montrer que je n'utilise pas que le digital. J'utilise aussi le papier pour des workshops, pour détailler les process et puis poser des questions sur les données, comment les données sont utilisées. Et ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de CRM. Et j'ai donc beaucoup d'ONG que j'accompagne qui veulent passer sur un CRM. Et ce que je vois, c'est que le passage au CRM n'est pas nécessairement… C'est pas que c'est pas la chose à faire, mais au niveau de la mentalité, on reste vraiment dans une mentalité de base de données, de collecte de données. Et donc, il y a, à mon avis, un énorme travail de culture interne pour avoir une mentalité CRM. Et je crois le dernier exemple de cette première partie, c'est qu'une fois que j'ai toutes ces informations sur les compétences, je monte un petit programme, un plan de formation interne. Alors, on a toujours ce rêve que j'entends souvent pour les ONG, on veut que tout le monde soit digital, c'est évidemment pas possible. Donc, en fait, ce que j'ai mis en place depuis plusieurs années et qui semble marcher, c'est plutôt une sorte de pyramide inversée où on veut un pourcentage, généralement, on ne va pas être trop ambitieux, on va dire, allez, 90% des staffs qui soient juste au courant des outils qu'on utilise. Et ça, c'est une question généralement que je pose dans le questionnaire, c'est pouvez-vous m'indiquer ou deviner le trafic mensuel sur votre site et combien vous avez récolté l'année dernière? Et je vous avoue que pour l'instant, j'ai rarement eu un projet où les données étaient vraiment connues. Donc, alors quand on ne travaille pas à distance, qu'on est dans une organisation, on sait sûrement qui est la personne responsable pour les premiers soins. On sait en cas d'incendie ou en cas d'alarme incendie où se réunir à l'extérieur. Et moi, je trouve ça incroyable que la majorité des staffs ne soient pas au courant du trafic ou de combien est récolté sur le site. Généralement, c'est sous-estimé. Donc voilà, le programme de formation, généralement, il touche plus autour de comprendre ce qu'on fait. Et puis ensuite, en fonction des équipes, on va avoir des personnes qui vont contribuer au contenu, des personnes qui vont pouvoir publier le contenu. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi les experts, les responsables digitaux des organisations qui doivent aussi continuer de se former et d'apprendre. Donc, j'aurai des exemples peut-être un peu plus tard de programmes de formation. Alors, je vais pas le détailler, mais ça va de comment utiliser les moteurs de recherche. Alors, ça paraît bizarre, mais souvent, on n'utilise pas toutes les possibilités. Ça peut aller à comment utiliser Twitter, etc. pour les personnes, les directeurs. C'est souvent les directeurs. Donc ça, c'est la première étape, évaluer la culture digitale, la maturité. Et donc, voilà toutes les sous-étapes de cette première séquence.